Vous écoutez Z sur 7, le podcast économique de Trends Canal Z. Nous sommes le 10 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Jean-Pascal Ledoux. Bonjour et bienvenue, ravi de vous compter parmi nos fidèles auditeurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Toujours aucun signe de vie du gouvernement bruxellois, près d'un an après les élections. La fragmentation du système politique par le vote fait qu'il est très difficile désormais de former un gouvernement. L'Union européenne poursuit sa traque au CO2, mais assouplit le délai pour y parvenir. Ça soulage considérablement les constructeurs européens. Ça fait un certain nombre de mois qu'ils demandaient qu'on reporte les contraintes de cette baisse d'émissions de CO2 sur les véhicules vendus en 2025. Dans cet épisode, vous retrouverez également Hamid Faljaoui qui nous livrera son regard sur le chancellement de Google. Merci d'être à l'écoute de Z sur 7. Z sur 7 à la une. 11 mois après les élections, Bruxelles n'a toujours pas de gouvernement. La complexité institutionnelle de la région empêche la formation d'une majorité qui respecte les équilibres entre francophones et néerlandophones. Pascal De Witt, politologue à l'ULB, analyse la situation. Là, les règles institutionnelles de Bruxelles sont difficiles à respecter puisqu'il faut une majorité dans le rôle linguistique francophone, une majorité dans le rôle linguistique néerlandophone. Et donc, l'association de deux plus la fragmentation du système politique par le vote fait qu'il est très difficile désormais de former un gouvernement. En affaires courantes, le gouvernement sortant se limite à un budget minimal, à savoir les salaires, les loyers et les contrats en cours. Aucune nouvelle dépense, aucune nouvelle recette. Conséquence directe, le budget se dégrade. C'est un secret pour personne que la situation budgétaire de la région de Bruxelles-Capitale est difficile et donc il faut s'attaquer à la question du déficit et à l'équilibre budgétaire. Et donc, tant qu'on n'a pas de gouvernement de plein exercice, c'est beaucoup plus complexe. La situation est si complexe que certaines voix réclament une réforme de financement de Bruxelles. La loi spéciale de financement, la LSF, est une loi structurellement défavorable à Bruxelles. Ce qui fait le caractère défavorable, c'est que Bruxelles est un très grand bassin d'emploi avec un très grand nombre de citoyens qui y travaillent, mais c'est essentiellement des citoyens qui n'habitent pas Bruxelles. Or, la loi de financement pour les régions est calculée sur l'IPP rapporté au lieu de résidence et non pas au lieu où l'on travaille. À un moment donné, il faudra bien, je dirais, que le personnel politique francophone et néerlandophone s'attaque à ce problème. Faute d'accord, la région risque de voir la confiance des citoyens s'éroder tant envers les partis que les institutions. Z sur 7 à la une. On parle automobile à présent. L'Union européenne visait une baisse de 15% des émissions de CO2 pour les voitures neuves vendues cette année, passant de 95 à 82 grammes par kilomètre. Un objectif devenu irréaliste au vu de l'évolution récente du marché. Écoutez à ce sujet Robert Van Apeldoorn, journaliste Trends Tendance. Alors le souci des constructeurs, c'est que pour pouvoir baisser de 15%, il faudrait qu'ils aient une part de voitures électriques assez importante dans leur vente. Or l'an passé, ça n'a pas été une bonne année pour la voiture électrique. Et donc il y a plusieurs constructeurs qui craignaient de devoir payer des grosses amendes, comme le groupe Volkswagen. Une amende de 95 € par gramme de dépassement était prévue. Hier, le Parlement européen assouplit les règles. Les constructeurs auront désormais jusqu'en 2027 pour atteindre l'objectif initial. Ça soulage considérablement les constructeurs européens puisqu'ils ont, ça fait un certain nombre de mois, qu'ils demandaient qu'on reporte, qu'on lisse, qu'on modifie les contraintes de cette baisse d'émissions de CO2 sur les véhicules vendus en 2025. Malgré cet assouplissement, l'objectif de réduction des émissions de CO2 de 55% d'ici 2030 reste en place. De plus, à partir de 2035, les voitures à moteur thermique ne pourront plus être vendues. Des objectifs jugés trop ambitieux pour le lobby automobile qui milite en coulisses pour de nouvelles adaptations législatives. On a déjà adouci les normes Euro 7 qui entrent en vigueur l'an prochain sur les polluants toxiques. Et après, j'imagine que ça va continuer. On va sans doute essayer de demander, il y a des constructeurs qui demandent qu'il y ait des critères et des normes un peu plus adoucis pour des petites voitures, en disant sinon elles sont impayables.
Sans changement législatif ni incitation financière, la voiture électrique restera un luxe, préviennent les experts automobiles. À l'heure actuelle, les modèles les plus accessibles sont vendus entre 20 et 25 000 euros. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. Ce samedi, Hamid Faljaoui se penche sur un géant qui vacille. À l'ère de l'IA, Google semble dans la tourmente. Première question. Mercredi, Alphabet, la maison mère de Google, a perdu à la bourse 150 milliards de dollars de capitalisation en un jour. Qu'est-ce qui explique cette soudaine dégringolade ? Alors effectivement, 150 milliards de dollars, c'est pas anecdotique, c'est énorme et c'est ce qui a frappé évidemment les analystes financiers. Alors pourquoi ? En fait, c'est très simple. C'est une phrase qui a été prononcée par pas n'importe qui, mais le vice-président d'Apple qui a dit, écoutez, nous envisageons de mettre d'autres moteurs de recherche, des moteurs de recherche alternatifs à celui de Google. Alors ça a fait l'effet d'un séisme parce que depuis à peu près 20 ans, le moteur de recherche par défaut sur Apple, sur Safari en l'occurrence, c'est Google. Et on sait très bien que c'est grâce à ça qu'ils captent l'attention, la vôtre, la mienne, nos téléspectateurs, et qu'ils arrivent à la monétiser en monnaie sonnante et trébuchante. Deuxième question. Google paye 20 milliards de dollars à Apple pour être présent sur ses systèmes. Est-ce qu'Apple peut se passer de cette somme considérable ? Sans doute, mais enfin, ils le feront pas avec grand plaisir parce que c'est de nouveau pas une somme qui est anecdotique. Mais ici, même le montant auquel vous faites allusion, on ne le connaissait pas. On l'a appris cette semaine pour une simple raison. C'est quasiment un secret d'affaires, tout simplement parce que le vice-président d'Apple était auditionné par un juge américain dans le cadre d'un procès, je dirais, antitrust que l'on fait à Google. On reproche en fait à Google d'abuser d'une position dominante et de faire justement des accords un petit peu exclusifs comme il le fait ici avec Apple pour évincer les autres moteurs de recherche. Et c'est comme ça qu'on sait que ces 20 milliards sont payés chaque année par Google pour être le moteur de recherche par défaut sur l'iOS. Troisième question. Compte tenu de tout cela, est-ce qu'on peut dire que le modèle économique de Google est en danger ? Alors, il y a ce procès, si jamais Google le perd, effectivement, ils ne pourront plus être les seuls, ou en tout cas pas par défaut, moteur de recherche d'Apple. Et puis alors, il y a un deuxième danger qui vient effectivement de l'intelligence artificielle, dans le sens où on le voit aussi, j'imagine que vous faites la même chose. Avant, on allait googler, on posait une question à Google. Aujourd'hui, on pose directement la question à Perplexity, à ChatGPT, à Gemini, à Claude ou je ne sais quel autre. Alors, ça change le modèle économique de Google, dans le sens où le modèle économique de Google, c'est vous tapotiez une question dans la petite lucarne et vous aviez une série de réponses qui s'affichaient avec des liens, etc. Et donc les gens payaient pour être dans ces liens, notamment c'était une sorte de référencement faussement naturel, si je puis dire. Ici, comment vont-ils monétiser si demain les gens ne cherchent plus à avoir 10 réponses, mais une seule réponse. Les gens ne cherchent plus ils cherchent qu'on les aide directement. La rapidité, en fait. Et donc, le danger, c'est qu'on risque de perdre le réflexe Google, et plutôt que de dire « Google-moi ceci », on dira « demande à l'IA ». C'est ce qu'on fait déjà maintenant. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Votre expert boursier du jour est Philippe Évrard. Nous clôturons cette semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle se termine dans le flou. On sent bien que les marchés restent très très attentifs à ce qui se passe au niveau des tarifs douaniers. C'est vraiment ça qui va piloter, donner une orientation dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, comme on navigue à vue, il n'y a pas grand-chose qui devrait se passer. On note cependant quelques nouvelles intéressantes sur le front de la guerre commerciale, à savoir un accord avec le Royaume-Uni. Alors, il faut bien remettre ça dans son contexte. Donc, le 2 avril, Donald Trump déclenche sa guerre tarifaire. Et puis, une semaine après, il met en place un moratoire de 90 jours pendant lequel il freine tous ces tarifs. Et il promet qu'après 90 jours, il aura 90 accords, évidemment avec 90 pays. Ouais. On est déjà au tiers de ce laps de temps, donc on est déjà à un mois. Et en fait, il n'a strictement rien à présenter. Et donc, si ce n'est, hier, effectivement, il a mis en avant une forme d'accord avec le Royaume-Uni. Mais on sent qu'il voulait surtout rassurer sa base électorale et montrer que sa stratégie allait être la bonne. À ce stade,
Peut-on dire que la pompe est amorcée ? Alors oui, selon son point de vue, bien évidemment, mais en fait, beaucoup d'experts se sont plongés dans tout ce qui a été mis sur la table. Donc tout d'abord, le Royaume-Uni, c'est une petite économie. Enfin, comparativement à ce qu'on connaissait il y a un siècle où c'était vraiment le pays phare. Ici, c'est même plus faible que ce qui se passe en Californie. Donc, en termes de PIB, c'est assez petit. Alors, il y a un deal global qui est effectivement sur la table, mais qui doit être précisé, qui doit être affiné et qui doit surtout être voté par les parlements, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, ce qui n'est pas nécessairement gagné. Et aussi, rappelons que Trump, à l'heure actuelle, agit dans l'illégalité et que la justice américaine a été saisie par plusieurs États par rapport à cette guerre tarifaire. Donc, on ne sait pas vraiment quelle sera la suite à donner. Pas évident de trancher sur un gagnant et un perdant. Mais évidemment, c'est compliqué à dire parce que les accords ne sont pas encore finalisés, tout ça va prendre du temps. Si on regarde par exemple au niveau des voitures britanniques, quand vous regardez en fait les proportions, donc les constructeurs britanniques envoient c'est de l'ordre de 15 à 20% de voitures vers les États-Unis. Dans l'autre sens, ça ne représente que c'est moins de 1%. Donc on est déjà dans un jeu qui est un peu différent. Et puis ce sont surtout des voitures de luxe, donc qui concernent un secteur de niche, probablement des amis de Donald Trump. Il faut aussi signaler que les constructeurs américains ont déjà réagi par rapport à cet accord en disant mais comment est-ce que c'est possible qu'il y ait un accord pour cette niche de voitures vraiment de luxe, alors que eux vont être soumis de plein fouet aux taxes américaines parce que les voitures américaines sont construites au Mexique et au Canada. Et là, les choses ne se développent pas. Donc, on va rester un peu, pour l'instant, dans ce mur, quoi. Trump ne veut pas en rester là et promet d'autres accords. Oui, et probablement qu'il va en avoir avec des pays plutôt mineurs, des pays qui comptent peut-être moins, si ce n'est, vous l'avez signalé, avec la Chine. Donc là, les négociations vont commencer ici en Suisse. Et en fait, on sait que la Chine est dans une position beaucoup plus forte à l'heure actuelle que Donald Trump, qui sent une base de son électorat qui commence à être sujette à tout ce qui peut se passer au niveau de ces tarifs. Je vais prendre l'exemple de tout le secteur de la puériculture, de la petite enfance. Oui. Aux États-Unis, si vous voulez acheter une poussette, si vous voulez acheter un maxi-cosy, un siège pour voiture, en fait, dans 100% des cas, il vient de Chine. Dans 100% des cas. Donc tout vient de là. Les tarifs qui font 145 voire 80%, parce qu'il a fait une annonce aujourd'hui où il va peut-être les baisser, donc ça va faire mal au portefeuille. Et en plus, il y a un risque de pénurie parce que les importations sont totalement freinées. Oui. Alors, il y a quand même une donnée macroéconomique qui est sortie aujourd'hui. Donc, c'est le niveau justement des exportations chinoises, donc calculé sur le mois précédent. En fait, il a bondi, comme par hasard. Beaucoup de pays ont voulu éviter ces tarifs douaniers et se sont rués sur tous les produits chinois. Donc, ce niveau d'exportation était attendu à 1,9%, il est monté à 8,1% sur une base annuelle, ce qui est énorme. Ouais. Rappelons qu'aux États-Unis, c'est plutôt le chemin inverse. C'est un pays qui est rentré techniquement en récession le trimestre précédent. Là, c'est le jeu inverse, ce sont les importations qui ont explosé et qui ont plombé ce PIB. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Jean-Pascal ? Au programme ce dimanche, découvrez Olivier Legrain, l'invité d'Olivier Mouton du Trendstalk. Olivier Legrain est CEO d'IBA, une entreprise spécialisée dans les équipements de diagnostic et de traitement du cancer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur votre plateforme d'écoute. À bientôt dans Z sur 7.